Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je reçois comme invité marketing Marion Durand, directrice marketing d'Octopus Énergie. Bonjour Marion. Bonjour Barbara. Alors ensemble, on va voir aujourd'hui, est-ce qu'on peut tomber amoureux ou amoureuse de sa marque d'électricité? Est-ce qu'une marque d'électricité peut devenir une love brand? C'est ce qu'on va voir tout de suite, mais peut-être en introduction, quelques mots sur Octopus Énergie. Oui, bien sûr. Alors, Octopus Energy, c'est un fournisseur, mais aussi producteur d'énergie. Et c'est aussi un installateur de solutions d'électrification des usages. Donc, électrification, c'est le mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Donc, concrètement, ça veut dire installation de panneaux solaires, de bornes de recharge, mais aussi bientôt de pompes à chaleur sur le marché français. Et Octopus, aujourd'hui, en France, c'est 750 000 compteurs qu'on gère, en grande partie du B2C, mais aussi du B2B. On est à peu près 500 collaborateurs. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'Octopus, c'est un groupe mondial. De base, on est présent dans 8 pays, 11 000 collaborateurs à peu près. Il me semble que c'est 16 millions de compteurs au global dans le monde. Et notre marché cœur, c'est le UK. Donc, c'est là où on est le premier fournisseur. C'est là où l'entreprise s'est développée initialement. D'accord, donc UK initialement, aujourd'hui, donc de grandes ambitions sur le marché français. Vous êtes Oui. arrivé quand, du coup, tu as dit ou pas, je ne sais plus, sur le marché français? Il y a 4 ans, initialement, on était déjà présent sur le marché français via la marque Plume Énergie, un fournisseur pareil d'énergie verte, et on a intégré le groupe Octopus il y a 4 ans. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi un vrai rôle sociétal, c'est-à-dire pas juste vendre des électrons, mais plutôt être sur un vrai rôle sociétal. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui, je pense que tout le monde comprend, d'électrifier les usages. C'est une nécessité et c'est le cœur de la mission d'Octopus. Je pense que les gens le comprennent super bien en ce moment avec la crise qu'on vit là au Moyen-Orient, où on se rend compte qu'on est quand même très vulnérable parce qu'il y a une grande partie de l'énergie qu'on consomme, qu'on importe. On ne la maîtrise pas, elle nous coûte très cher. Et vraiment, au-delà de l'aspect, évidemment, c'est aussi l'énergie fossile, hein, on parle de gaz et pétrole, mais au-delà de l'aspect écologique qui est super important, on parle de prix. Aujourd'hui, ça pèse très fort pour les ménages français. Et quand on regarde là le prix de l'essence, on dépasse régulièrement les 2 euros du litre. Donc nous, notre rôle, c'est comment est-ce qu'on accompagne les Français pour passer à l'électrique et durablement, sur le long terme, avoir des factures d'énergie qui soient vivables et raisonnables pour les gens. Ouais, donc passage au véhicule électrique, à la pompe à chaleur. Exactement. Tu l'as dit, le contexte, on est donc contexte à la fois donc d'électrification des usages, et puis surtout aussi importance du pilotage au quotidien parce que bah, on est budget contrat quand même pour beaucoup. Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, je pense que déjà, il faut comprendre qu'il y a plein de solutions là, qui permettent, en passant à l'électrique, de faire des économies juste en passant à l'électrique, hein. Si on achète un véhicule électrique aujourd'hui à l'usage par an, pour un conducteur moyen, c'est un peu plus de 1 000 euros d'économie par an. Des économies en plus sur la partie entretien, parce qu'entretenir un véhicule électrique, ça coûte moins cher qu'un véhicule thermique. Et même à l'achat, là où c'était le principal frein pour les ménages jusqu'à récemment, ça y est, sur quasiment tous les types de modèles de voitures, on a des équivalents à un prix équivalent en fait en électrique. La pompe à chaleur, remplacer sa chaudière à gaz par une pompe à chaleur, ça diminue à peu près par 2 la facture, donc c'est pas négligeable. Bien sûr, il y a aussi l'installation de panneaux solaires. Maintenant, on peut installer avec des batteries qui permettent de stocker l'énergie quand on ne la consomme pas et de l'utiliser par exemple le soir, la nuit. Et donc tout ça mis bout à bout, ça peut faire des grosses économies. Et effectivement, après, il y a un aspect, il y a l'installation des équipements et puis après, il y a prendre conscience qu'on ne peut plus consommer maintenant comme on consommait avant. Il faut qu'on consomme quand l'énergie elle est disponible. Et donc, là, quand tu parles de pilotage, nous, on a pas mal d'offres et de services qui permettent d'aider les gens à consommer au bon moment. Donc, par exemple, ton ballon d'eau chaude, comment est-ce qu'on fait pour le remplir quand l'énergie, elle est la moins chère, ou là, nous, du coup, on va acheter l'énergie moins chère pour toi. Et du coup, on va te rendre cet argent-là de manière sonnante et trébuchante en euros. Ah, donc c'est pas forcément je prends un abonnement heure pleine, heure creuse. Là, vous avez la capacité à proposer une offre dynamique où vous captez quand est-ce que l'énergie est le moins chère et c'est donc à ce moment-là que mon ballon se recharge et donc ça a une incidence directe sur ma facture. Et ça devient beaucoup plus fin. Là où aujourd'hui, les heures pleines heures creuses, c'est déjà très bien, hein. Je suis en heure pleine heure creuse, mon ballon, il se déclenche aux heures creuses, je paye déjà moins cher. Mais nous, c'est comment est-ce qu'on va encore plus finement. L'énergie, elle n'est pas forcément moins chère pendant les 8 heures d'heures creuses. Si tes heures creuses, elles démarrent à 16 heures, mais que demain, on sait que l'énergie va être très, très peu chère entre 14 heures et 16 heures, on a tout intérêt à ce que ton ballon, il fonctionne à ce moment-là. Et nous, on paye moins cher l'énergie. Ça veut dire qu'on peut en fait te rendre cette générosité derrière
en euros. Et mis bout à bout, ça peut vraiment faire des superbes économies à la fin sur la facture. Donc, votre mission, c'est quoi? C'est faire baisser la facture Oui, des Français? ouais, c'est vraiment ça notre mission, c'est faire baisser la facture des Français. Et aussi, je pense qu'on va en parler derrière, c'est prendre soin de nos clients. Et faire baisser la facture, c'est un des aspects. Et après, il y a tout le volet, comment est-ce qu'on prend soin au quotidien de nos clients. L'énergie, c'est pas complètement anodin, hein, ça pèse lourd dans le budget des ménages, ça peut être une source de stress. Et nous, on a envie de faire les choses un peu différemment sur ces aspects-là. Est-ce que c'est, je vais peut-être être un peu provocatrice, mais est-ce que c'est la fin du gaz? Alors, probablement pas. Ouais, je pense que le gaz, le pétrole, ça va évidemment pas disparaître du jour au lendemain, mais on voit quand même que cette révolution électrique, elle est déjà là. Ce que je te disais avant, c'est en fait, on a déjà maintenant des équipements qui sont efficaces, beaucoup moins chers, qui permettent de faire réduire la facture très rapidement. Donc, les équipements, ils sont là. On voit aussi qu'il y a une volonté d'aider les Français à le faire. Là, le gouvernement, notamment, lance un grand plan pour l'électrification. Mais on voit aussi que la demande, elle augmente. Alors là, c'est très, très visible en ce moment avec la crise au Moyen-Orient, mais il y a un boom de demande pour passer aux véhicules électriques. Il y a un boom de demande sur l'installation de panneaux photovoltaïques. Et aussi pour la pompe à chaleur. Donc, il y a tout ce qui se met en place de positif pour qu'on y arrive. Il y a des équipements performants, il y a une hausse de la demande, des coûts moins chers. Donc, c'est clairement en marche. Vous êtes sur de l'énergie verte. À quoi sont sensibles les Français dans le discours? Plutôt le prix, plutôt l'énergie verte, les deux, mais est-ce que c'est au même niveau? Le prix, et c'est ultra compréhensible, surtout, encore une fois, vu le contexte. Il y a une étude récente qui est sortie, je crois, dans Challenge, qui montrait que, notamment en période de crise, les Français, la première chose auquel ils ont envie qu'on s'intéresse, c'est leur pouvoir d'achat, même s'ils restent extrêmement sensibles à l'écologie et au changement climatique. Mais quand même, la première chose à laquelle on pense au quotidien, c'est son portefeuille, et ça se comprend. Donc oui, c'est le prix. Donc, est-ce que ça impacte votre façon de communiquer? Est-ce que dans vos axes de communication, d'ailleurs, quels sont vos axes de communication? Est-ce que l'énergie verte est mise en avant, plutôt le prix, les deux? En fait, nous, dans notre communication, on n'a jamais, depuis qu'on est Octopus, on n'a jamais beaucoup parlé de verre dans notre communication. Déjà parce qu'on sait que c'est évidemment, c'est pas la préoccupation première des Français quand ils doivent trouver un contrat d'énergie. Et encore une fois, c'est normal. La première préoccupation, c'est qu'est-ce que j'ai payé. Et puis chez Octopus, de toute façon, de base, tous nos contrats, c'est de l'énergie 100% renouvelable. Donc, c'est la base. Il n'y a pas de choix à faire en tant que consommateur sur le sujet. Nous, notre sujet, c'est comment on aide à faire baisser les factures et comment on prend soin de nos clients. Du coup, c'est de ça qu'on parle. Aussi parce qu'on est assez convaincus que c'est via ces deux aspects qu'on va créer un fournisseur différent et qui va vraiment prendre sa place sur le marché. D'ailleurs, vous cassez quand même aussi un peu les codes de la communication, non? Avec c'est une petite pieuvre, votre mascotte, ou? Oui, alors c'est sûr qu'on n'a pas du tout les codes d'un fournisseur d'électricité. Là, c'est vrai on parle complètement marketing. C'est le but du podcast. Effectivement, on a une charte graphique qui est hyper différente. On est sur des tons rose, violet, bleu. C'est quand même très différent. On a cette mascotte, Constantine, ce petit poulpe, qui est très reconnaissable partout. Donc, c'est un asset très fort quand on fait des campagnes de publicité type métro ou sponsoring télé. Elle est visible de très loin et les gens la reconnaissent facilement. Elle est très agréable, elle est attachante, elle crée un sentiment de proximité. Enfin, elle est vraiment très chouette. Donc, c'est vrai qu'on casse pas mal les codes d'un fournisseur classique. Et puis moi, ce que j'entends, c'est que donc c'est fun, et c'est vert aussi, mais finalement, ces deux assets, du fun et du vert, c'est un peu le new normal. Ça fait partie justement de vos assets de marque natifs, et on n'a pas ce besoin de réappuyer sur ces arguments-là. Non, en fait, c'est vraiment la base. Mais si on parlait que de ça, ça suffirait pas du tout. Donc nous, notre travail, c'est de parler de tout ce qu'on met en place au quotidien pour vraiment aider les Français à baisser leurs factures. Là, on a déjà parlé d'offres de pilotage, on a parlé des packs, etc. Mais là, on parle d'équipement. Mais nous, côté équipe marketing, on met en place aussi des campagnes qui nous permettent d'animer nos clients pour comprendre qu'il faut aujourd'hui consommer un peu différemment et gagner des euros. Je donne quelques exemples concrets, parce que c'est à cheval entre aider concrètement nos clients à faire baisser leurs factures, mais aussi, puisqu'on parle là de marketing, à comment est-ce qu'on crée du lien avec nos clients, comment est-ce qu'on crée un attachement à la marque fort sur le long terme.
Et donc, on a créé, par exemple, ce qu'on appelle les éco-sessions. On a un format hiver, un format été. En hiver, en gros, on vous dit, demain, le réseau va être en souffrance, il y a trop de demandes, pas assez d'offres. Si vous baissez votre consommation, vous gagnez des bonus en euros. C'est simple, c'est assez efficace. Et en été, c'est l'inverse. C'est demain, pendant telle heure et telle heure, il y aura beaucoup d'énergie abondante et pas chère sur le marché. Si vous décalez votre conso à ce moment-là, on vous rémunère en euros. Et ça, c'est chouette pour les gens parce qu'ils font des petites économies sur leur cagnotte Octopus. Mais nous, en termes marketing, c'est hyper fort pour créer du lien avec nos clients. C'est-à-dire que c'est 2 moments clés dans l'année où on peut leur parler de manière hyper concrète, très pédagogique. On en profite pour lancer plein de sensibilisation, de petits jeux concours un peu sympas. C'est hyper intéressant pour nos réseaux aussi parce qu'on capte beaucoup du GC. Et nous, ce qu'on veut derrière, c'est que nos clients, ils parlent de notre marque en disant ce qu'ils aiment de nous. Et là, on mêle un peu les deux. C'est on apporte quelque chose d'hyper concret pour les aider à faire des économies. Et parce qu'ils sont contents, ils parlent de ces campagnes de manière hyper positive. Et ça fait plein de petits, super intéressants. Je donne un exemple. L'hiver dernier, on a lancé un petit jeu concours. Ça peut paraître très anecdotique. On avait dit, demain, éco-session, partagez-nous nos plus belles chaussettes d'hiver. On a reçu une centaine de photos de chaussettes. Et c'est pas juste la photo de chaussettes, c'est que derrière, nos clients, des UGC avec, on adore cette marque. Et pour nous, en termes de développement de la marque sur le marché français, on est assez persuadés que c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est faire en sorte que les gens soient contents, parlent de nous, que ça fasse du bouche à oreille pour faire venir de plus en plus de gens chez Octopus. Ouais, ce que j'aime bien aussi, c'est que vous cherchez à nous rendre acteurs. On subit beaucoup quand même en tant que consommateur. C'est-à-dire que là, tu te prends 10%, 15% sur ta facture d'électricité, de gaz. Tu te sens un peu quand même démuni en disant, je peux rien faire. Là, quelque part, vous nous redonnez des clés. Tiens, fais plutôt tourner ta machine demain si tu peux. Ça va te coûter moins cher. Puis, tu fais aussi un éco-geste. Enfin, et finalement, on se sent acteur. Ah oui, ok, là, je sais que je peux quand même, tu vois, il me reste encore des clés. Je peux encore faire quelque chose. Et ça, je trouve que c'est aussi en termes de levier d'attachement hyper fort. Oui, c'est sûr que de base, l'énergie, c'est une commodité. La majorité des gens, ils n'ont pas envie de penser à leur énergie et leur électricité au quotidien. On ne se lève pas le matin en se disant, tiens, mais du coup, c'est ça que nous, on a envie de créer, c'est d'accompagner les gens. Alors, il y a aussi pas mal d'exemples de services que je donnais avant les gens n'ont rien besoin de faire pour faire des économies. Ça, c'est quand même là où il y a le plus gros levier d'action. Mais effectivement, il y a un aspect pédagogique qui est hyper fort et qui permet d'allier vraiment les deux, de créer de l'attachement à la marque, et en même temps en leur amenant quelque chose de très, très concret. Ouais, il y a aussi un fort volet innovation, il me semble, chez Octopus Énergie pour justement aller chercher des innovations. Ce que tu m'as cité, moi, je ne sais pas si ça existe chez les autres fournisseurs plus classiques, de l'innovation utile qui est vraiment directement rendue où tu as de la valeur qui est rétrocédée aux clients. Oui, alors tout à l'heure, on parlait un peu des offres de pilotage, piloter le véhicule électrique ou le ballon d'eau chaude quand l'énergie est la moins chère. Il y a des offres qui commencent à se créer sur le marché. La force d'Octopus, c'est de réussir à aller très, très vite. On en lance très souvent. On teste, en fait. On lance beaucoup de tests d'offres et de pilotage à petite échelle. Et dès qu'on sent qu'il y a un potentiel, on accélère. Donc, c'est cette force-là. Et après, on innove beaucoup. Effectivement, en fait, on traque un peu partout où on peut faire des économies sur des choses très simples. Il y a 2 ans, on a lancé, tu pourras regarder d'ailleurs en ligne, un service qui s'appelle OptiCompteur, qui permet de savoir juste en rentrant le numéro de son compteur si on paye pour la bonne puissance, parce que parfois les gens ne savent pas, mais on arrive, on déménage, on récupère la puissance de l'ancien occupant, ça se trouve, elle n'est pas adaptée. Et ça semble anecdotique, mais ça peut être jusqu'à 30-40 euros de différence par an. Donc, mis bout à bout, donc nous, c'est vraiment ça, ce qu'on fait au quotidien, c'est développer des outils, des services, des nouvelles offres qui permettent de gratouiller ces euros à droite, à gauche. Et ouais, avoir une facture au plus juste. Exactement. Alors, justement, comment tu fais? On a quand même cité quelques leviers, mais comment tu fais quand tu es une marque naissante sur un marché saturé qui en plus est une dépense contrainte? Comment tu fais pour émerger, être choisi au moment où tu emménages, tu as un peu de temps pour vouloir changer de fournisseur, ce qui n'arrive pas souvent, mais peut-être l'été, là, typiquement, c'est plus propice. Comment tu fais? Alors, je pense qu'il n'y a pas une recette miracle. Il y en a plein. Il y a plein de choses qui se cumulent. Mais du coup, je vais en donner 4 ou 5 qui me semblent être les plus importants.
Je pense que le premier, ça rejoint quelque chose dont on parlait en début là, de ce podcast, c'est comment est-ce qu'on prend vraiment soin des clients. Aujourd'hui, si on regarde toutes les marques qui sont vraiment venues challenger des secteurs un peu vieillissants, un peu saturés, la banque, l'assurance, l'énergie, c'est un peu similaire. C'est des marques qui ont vraiment focalisé sur comment on fait une expérience client un peu différente. Et pas juste écrire ça sur un slide en introduction pour un board, quoi. Vraiment, comment est-ce qu'on change notre manière de faire pour vraiment bien traiter nos demandes clients. Et donc, je donne un exemple sur ce sujet-là. Chez Octopus, on a un modèle de service client qui est assez inhabituel. Souvent, un service client, c'est un centre de coût, donc c'est pas forcément ultra valorisé, c'est peut-être même pas dans les locaux du siège. Parfois, c'est même très loin. Nous, on a complètement fait différemment. C'est-à-dire que nos équipes service client, elles sont complètement intégrées aux équipes business. On est sur les mêmes plateaux. Et on a un fonctionnement où on casse notre portefeuille en petits portefeuilles de clients et chaque petit portefeuille est géré par son équipe dédiée. Et cette équipe, elle est composée d'un team leader et d'une équipe d'à peu près 10-12 conseillers qui gèrent ce portefeuille de A à Z, donc sur l'ensemble des demandes. Donc, ils sont formés pour tout traiter et ils ont une très grande liberté d'action. Ça veut dire que toi, en tant que cliente, tu appelles Octopus, tu as une forte chance soit de tomber sur quelqu'un qui a déjà traité son dossier, soit qui peut juste demander à la personne en face des informations si le dossier n'est pas, si la personne a besoin d'aide. Donc, c'est un modèle qui est extrêmement différent. Et ça rejoindra un point aussi dont je parlerai plus tard, c'est qu'on met peu de process et de rigidité au sein du service client. Par exemple, ils sont libres sur les gestes commerciaux qu'ils vont verser. Il n'y a pas de barème, il n'y a pas de grille. On fait évidemment du pilotage et on contrôle en grosse maille, mais on laisse beaucoup de liberté pour être sûr qu'ils puissent bien gérer les clients. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui rejoint un peu, mais qui est plus sur un volet, comment on se bat vraiment pour nos clients. Comment est-ce qu'on fait bouger les statu quo sur un marché qui est quand même un peu vieux et parfois un peu lourd à se transformer. Et comment est-ce qu'on fait parfois des choix forts, en fait, pour vraiment se battre pour les gens. Et donc, je donne un ou deux exemples. Il y a quelques années, on s'est battu pour faire bouger la loi sur les coupures d'électricité et faire en sorte que, notamment pour les clients plus précaires, mais de manière plus globale, on coupe plus de manière un peu systématique, mais qu'on fasse plutôt des limitations de puissance quand les personnes rencontrent des problèmes de vie qui font qu'elles n'arrivent plus à payer leurs factures, pour leur laisser du temps avec un minimum d'énergie pour pouvoir brancher leur frigo, leur téléphone, garder un lien social. Et donc, ça a abouti sur un changement de la loi, donc ça, on était extrêmement fiers. Mais c'est aussi des décisions fortes au quotidien qui ont parfois, qui semblent ne pas avoir de rationalité économique à un instant T. Par exemple, les taxes dans l'énergie, ça peut bouger souvent. Les 2 dernières années, il y a eu 2 augmentations un peu fortes de taxes, une sur l'électricité, une sur le gaz, qui était un peu brutale. Et par 2 fois, on s'est dit, OK, on va protéger nos clients. Pendant un certain temps, on prend à notre charge une partie de ces taxes pour laisser le temps à nos clients de revoir leur budget et d'être capables de les payer. Ça paraît pas très rationnel d'un point de vue entreprise à un instant T. Mais sur le long terme, on pense que c'est des choix gagnants parce que ça montre à nos clients qu'on est vraiment présent. Engagés à leur côté. Engagés et pas juste, encore une fois, sur une slide. Troisième point, je dirais que quand on est une boîte naissante, que personne ne nous connaît, sur un marché où il y a quand même aussi beaucoup parfois de manque de confiance, parce qu'on a traversé une grosse crise il y a déjà 3-4 ans maintenant, dans l'énergie, avec un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas forcément très bien traité leurs clients. Donc, on comprend complètement que sur une marque naissante, les gens puissent ne pas avoir bien confiance. Donc, on incarne beaucoup et on humanise beaucoup. Donc, notre CEO, Céline, qui en plus a pris son poste récemment, elle est extrêmement visible pour nos clients. On tourne beaucoup de contenu avec elle, que ce soit des contenus pour rassurer, par exemple, sur la crise de l'énergie, mais sur des choses beaucoup plus basiques du quotidien. Ça va être la saison des déménagements. On a tourné récemment une vidéo avec elle où elle explique à nos clients comment on gère un déménagement, ce qu'il ne faut pas oublier. Rappeler aussi ce qui fait notre force chez Octopus et pourquoi on adorerait qu'ils restent avec nous. Et je pense que montrer un visage humain sur une marque là ça rassure beaucoup. Ça montre qu'on n'est pas juste des inconnus derrière un écran. Et ça, on l'utilise beaucoup. Et donc, Céline, ça fait partie de son job, en fait, d'être à la dispo de l'équipe marketing. Ouais, elle incarne la marque au même titre qu'elle a la mascotte aussi sur un autre rôle, mais exactement. On a des référents, en fait, au niveau de la marque, des marqueurs. Et ça, je pense que c'est assez fort parce que ça rassure. Et on sait, pour le coup, pour l'avoir testé à plusieurs reprises, qu'on a des retours clients hyper forts à chaque fois qu'on fait ce type de vidéo très incarnée, très proche des gens. Et après, sur les 2 leviers, les 2 derniers leviers dont je voulais parler, je pense qu'il y en a un qui est plus de l'ordre de l'organisation. C'est que quand on
quand on grossit et qu'on structure, et c'est notre cas, souvent, une entreprise qui structure, elle va avoir tendance à vouloir mettre plus de process, plus de règles, et c'est humain parce qu'on a peur de perdre en efficacité ou de louper des choses. Et nous, on essaie vraiment de lutter contre ça chez Octopus, justement pour rester agile et du coup, sur un marché qui est quand même très compétitif, avoir toujours un cran d'avance. Et ça se matérialise, ce que je disais sur le service client, par exemple, pas trop de barème, laisser la liberté pas de barème du tout d'ailleurs, laisser la liberté à nos conseillers de prendre des décisions pour leurs clients. Mais si je parle avec ma casquette marketing, au marketing, on fait très peu de plans. Par exemple, on n'a quasi pas de plan éditorial. Et on n'a quasiment pas de plan marketing. C'est-à-dire qu'on fait un budget en début d'année, on se donne des orientations, des grands objectifs, on sait où on veut aller, mais on ne fait pas de plan hyper précis de à tel moment exact, on va faire une campagne sur tel message, etc. Ça n'existe pas. Parce que si on fait ça, c'est dur après de réagir à l'actualité et de laisser de côté quelque chose sur lequel on a déjà planché. C'est humain, hein, mais juste si j'ai passé des heures et des jours à poser un plan et qu'ensuite on me demande de ne pas le faire, c'est coûteux de le laisser tomber. Nous, on peut être vraiment dans l'agilité, donc on se donne des grandes guidelines, mais après, on passe notre temps à nous challenger sur là, c'est quoi le bon contenu qu'il faut créer, comment est-ce qu'on réagit à l'actualité, qu'est-ce qu'on va sortir ce mois-ci. Donc, on fait très peu de plans. Et ça nous permet vraiment de garder un temps d'avance tout le temps. Et ça, je parle de l'équipe marketing parce que c'est mon équipe et que je la maîtrise bien, mais c'est valable sur toutes les équipes de l'entreprise. On passe peu de temps à faire des plans très détaillés que ça. Pas trop théorisé, plutôt en mode agile. On sait qu'on va avoir 2-3 campagnes, on sait qu'on veut parler de ces sujets, mais au final, est-ce que ça va arriver mi-mai, fin mai, parce que ça se trouve, il y a une actualité qui va arriver. On sait que c'est au printemps, mais on va chercher le meilleur moment et on va laisser de la place à une autre opportunité s'il y en a une, pour faire preuve, encore une fois, d'agilité. C'est ça. Et puis, le tout dernier volet, on en a déjà parlé, c'est le fun. C'est-à-dire que je pense que pour être une marque sur un marché un peu vieillissant, pour se faire connaître, pour se démarquer, il faut amener des touches de fun, il faut rendre l'énergie plus sympa, plus agréable. Et donc, nous, c'est évidemment notre DA, notre charte graphique, notre ton aussi sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi ce qu'on va proposer à nos clients. Là, par exemple, on fête nos 10 ans cette année sur le marché. Bon anniversaire. Et on a créé un petit site avec mon équipe qui permet à nos clients, mais aussi à des prospects, de donner leur année de naissance. Et là, on leur calcule leurs 10 ans et on leur donne sur l'année de leurs 10 ans les faits marquants, la chanson de leurs 10 ans, le film de leurs 10 ans. Okay. Ça paye pas de mine, c'est pas grand-chose, mais c'est des touches de fun et de proximité avec la marque qu'on trouve peu, en fait, sur des secteurs comme l'énergie. Oui, il y a de la place pour le fun, et puis c'est personnalisé. Puis nous, je pense, en tant que client, on aime, ou de personne, on est quand même assez égaux, on a un ego, on aime bien qu'on parle de nous, donc ça fait une histoire commune un peu à un moment avec la marque, ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Beaucoup de customer centricity, moi j'entends vraiment cette notion de vraiment, on parle beaucoup de mettre le client au centre, mais là effectivement c'est à la fois sur les offres, sur la communication, très intéressant aussi, ce service client très internalisé qui fonctionne un peu par cohorte, en tout cas par petits groupes, tout le monde se connaît, tiens, si un client rappelle, on ne le souhaite pas, mais plusieurs fois, on sait déjà qu'on a eu à le traiter. Enfin, même si l'intelligence artificielle aide aujourd'hui à l'historique, l'humain, quand même, je trouve que c'est bien. C'est quoi justement votre plan média? Est-ce que tu es plutôt encore très presse, télé, social média, TikTok, j'en sais rien. Voilà, c'est quoi un peu tes grands leviers com que tu actives? Oui, alors aujourd'hui, on active trois leviers principaux, grands médias, les réseaux sociaux, je vais détailler, et les RP, qui est une grosse part de notre stratégie de communication. Donc, le volet média, aujourd'hui, on est une marque qui est encore, alors qui commence à être de plus en plus connue, mais on est loin du taux de notoriété de nos gros concurrents, donc on a encore beaucoup de travail là-dessus. Donc, on va travailler des grands médias qui nous apportent de la crédibilité. Donc, on est assez présent, très présent même en radio, qui est un média qui fonctionne très bien pour nous, qui nous permet justement de garder cette agilité, parce que faire de la radio, ça permet parfois de faire du last minute. Donc, on fait ça beaucoup. On fait pas mal de campagnes métro, transport, à Paris et dans les grandes villes de France. Pareil, parce que c'est un média visuel qui fonctionne du coup très bien avec notre mascotte, avec notre charte graphique. On commence à tester des leviers plus digitaux, plus de YouTube, plus de téléconnectés. Et puis après, on est assez présent aux réseaux sociaux. On travaille surtout Instagram aujourd'hui, où on essaye d'avoir
du contenu très fun et sympa justement autour de notre mascotte parce que ça fait rire les gens, ça leur donne envie de s'intéresser à la marque, mais pas que, aussi du contenu du coup plus pédagogique, accessible sur l'énergie, parce que c'est, encore une fois, c'est là où est notre mission. On commence à investir TikTok de plus en plus. Bon, évidemment, on est sur la com corporate, LinkedIn beaucoup, c'est important dans notre métier. Et le troisième volet, c'est les RP. Et Octopus, au global, a vraiment développé le volet RP comme un volet de communication hyper clé, parce que ça nous apporte beaucoup de crédibilité. Aussi parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, on n'a pas du tout la force de frappe financière de nos gros concurrents. On n'a pas du tout les mêmes budgets médias. Et vraiment travailler les RP, pour nous, c'est nous donner de la visibilité forte avec un gros tampon de crédibilité. Et donc ça, on a beaucoup investi sur les RP depuis 2-3 ans. Et aujourd'hui, ça marche vraiment bien. On sent qu'on est très identifié. On est très régulièrement contacté par des journalistes à chaque fois qu'il y a des sujets énergie. Et là où on était très présent initialement plutôt sur de la presse un peu spécialisée, on a réussi vraiment là, à investir la presse grand public. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ça prend du temps de travailler les RP, mais on en est très fiers parce que ça nous sert vraiment beaucoup aujourd'hui. Et c'est un média très puissant. Et ça, je pense que pour une marque pareille, balbutiante, sur un secteur un peu saturé, travailler les RP, c'est hyper important en amenant vraiment du fond, en challengeant le statu quo, en dénonçant des pratiques, en amenant du plus, des nouveaux services, des nouvelles offres. Ça, on sent qu'il y a vraiment de la réception. Alors, je sais pas si c'est un beau corollaire, mais qu'en fait, quand je t'entends, ça me fait penser aussi beaucoup à la marque Lush, tu vois, très engagée, très fun. Et on peut être très fun, très coloré, et en même temps très sérieux, très engagé sur des actions concrètes qui sont prises. Enfin, je trouve que dans l'ADN, ça me parle. Enfin, ça me faisait vraiment penser à la marque Lush que je suis depuis un certain temps. Comment est-ce que tu favorises, au-delà des réseaux sociaux, le bouche à oreille? Ouais, alors ça, évidemment, pareil, le référent est levier très important quand on est une marque qui n'a pas les mêmes budgets que des gros, etc. Alors, évidemment, on a un programme de parrainage. Déjà, ça, c'est la base. Programme de parrainage. Et donc là, c'est comment est-ce qu'on le pousse et on le travaille à chaque étape du parcours client. Comment est-ce qu'on fait en sorte que dès que le client arrive, il soit conscient que ça existe. Donc, nous, on a un programme de parrainage qu'on vient aussi alimenter par des boosts régulièrement dans l'année, parce que ça, on voit que ça marche bien. Et en ce moment, on a une réflexion en interne qui est plutôt comment est-ce qu'on personnalise les programmes de parrainage en fonction de là où les gens en sont dans leur histoire avec leur parrainage. Parce que finalement, parrainer quelqu'un dans l'énergie, c'est pas pareil que de parrainer quelqu'un pour tester une offre retail ou je sais pas, une marque de vêtements, etc. Quand on encourage un proche à choisir un fournisseur d'énergie, on peut avoir peur que ça se passe mal derrière, quoi. Ouais, c'est hyper engageant. Et engageant, quelqu'un qui reçoit, qu'on a recommandé et qui reçoit une grosse facture de régule, c'est pas agréable du tout. Et donc, en fait, on se rend bien compte que il faut pas qu'on parle pareil à quelqu'un qui a déjà parrainé plusieurs fois avec nous, qui connaît le principe, qui est très à l'aise avec la marque, ou quelqu'un qui est arrivé récemment, qui n'a pas encore sauté le pas du parrainage et qui a peut-être besoin d'être rassuré sur le fait que ça va bien se passer. Donc, c'est un peu notre thématique du moment. Et évidemment, après, je parlais du bouche à oreille, mais ça revient à comment on travaille aussi nos réseaux, à aller chercher de l'UGC, faire en sorte que nos clients parlent de nous, c'est hyper important. Et donc, aujourd'hui, nous, on investit aussi beaucoup sur comment aller chercher les avis de nos clients. Et donc, tu pourras regarder notre Trustpilot. Aujourd'hui, on a cette force où on a réussi à grossir en gardant des avis clients hyper positifs, ce qui est un témoignage du fait qu'on traite très bien nos clients. Mais aujourd'hui, on arrive à avoir 4,8 sur 5 sur Trustpilot avec quasiment 50 000 avis. Et ça, c'est un travail du quotidien. Oh, c'est super. Et puis, moi, pour l'avoir testé aussi personnellement, Trustpilot, alors moi, plus modestement, mais même si tu as une note de 4, pour récupérer un point 1, c'est hyper long. Ça, Oui. sachez-le, Oui, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. On n'est jamais parti de bas. C'est-à-dire que nous, on est parti de haut, mais c'est-à-dire qu'on travaille et on travaille tous les jours, les équipes market, service client, pour continuer à avoir une super qualité de service, une expérience client au top, qui fait qu'on garde en fait ces notes-là. Et pour moi, le bouche à oreille, c'est une combinaison de tout ça. C'est des super avis clients, des UGC, des clients qui parlent de nous via le référal, c'est ça. Et puis évidemment aussi, c'est faire croître la notoriété de la marque pour qu'au final, à la fin, il y ait de plus en plus d'organique et de bouche à oreille et de moins en moins besoin de paid.
Alors moi aussi, je suis partie de haut, mais c'est vrai que si tout le monde te met pas forcément 5, tu vois, 4, Exactement. 4 sur 5, c'est déjà une bonne note. Mais pour récupérer ne serait-ce qu'un point, C'est très tu vois, compliqué. il y a beaucoup de chemin après ça, il faut quand même en avoir Exactement. conscience. Donc, C'est là ça où que je tu veux as dire. raison, c'est que tout le monde n'a pas la même conception de ce que c'est qu'un bon chiffre. Pour des gens, 4 sur 5, c'est excellent. D'un point de vue marque, on préférait tout mettre 5. C'est comme quand tu vas à un resto, s'il n'y a pas au moins 4,5, tu n'y vas pas. Donc, Exactement. je comprends. Peut-être une dernière question, ça va être sur tout ce qui est-ce que le sujet du GIO, donc du référencement, de l'influence des LLM, qui deviennent de réels key opinion leaders, hein, qui décident aussi pour toi. Demain, tu veux changer d'énergie, tu vas leur demander vers qui tourner. Comment est-ce que vous êtes présent? Est-ce que c'est un enjeu et comment tu l'abordes? Oui, bah forcément, c'est un sujet parce que les méthodes de recherche changent et on le voit déjà dans l'énergie, ça paraît évident. Alors même si c'est pas encore le plus gros, évidemment le plus gros des volumes, mais il faut qu'on se prépare pour l'avenir. Donc on a fait, je pense, le classique que font beaucoup de marques aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on est passé par une phase d'audit. Alors encore une fois, comme on est chez Octopus, l'audit prend pas 6 mois, hein, ça prend peu de temps, mais juste de regarder où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, d'essayer de définir aujourd'hui si quelqu'un nous cherche sur les LLM, qu'est-ce qu'ils sont susceptibles de poser comme question. Et donc, on a défini un peu les 10-15 prompts sur lesquels on pense que nos clients sont les plus actifs. Et puis derrière, on les travaille. Et donc, on les travaille sur tous les volets, contenu, technique, et puis aussi comment est-ce qu'on fait pour avoir plus de légitimité. Donc, travailler, plus de données structurées, renforcer nos contenus avec du concret, être sûr qu'on apparaît sur les bons comparateurs. Je pense et puis comme je pense quasiment toutes les marques aujourd'hui, on tâtonne, on teste, on tâtonne, on mesure avec ce qu'on peut mesurer aujourd'hui, à savoir pas grand-chose finalement sur le GIO, mais on y va ouais, progressivement. Alors, ma question, est-ce qu'on peut vraiment aimer sa marque d'électricité, Marion? Ouais, je pense en espérant ne pas oui, je pense et je pense que c'est déjà un peu le cas, en espérant ne pas en faire trop. Mais en fait, je pense que les avis de nos clients, ils montrent déjà que c'est le cas. Aujourd'hui, si on regarde les types d'avis qu'on a sur Trustpilot, on n'a pas juste bon fournisseur. On a des gens qui disent qu'ils nous adorent et c'est ça qu'on cherche. Et on n'a pas juste un parmi 10 000, on en a beaucoup. Donc, je pense que oui, c'est possible. Mais effectivement, ça demande beaucoup de travail au quotidien. Eh bien, un grand merci, Marion, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Barbara. Merci à vous qui nous avez écoutés. Regardez si vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce, un like, un commentaire, à vous abonner aussi pour ne rien rater des prochains épisodes. Merci à Octopus Energy qui a été sponsor de cet épisode et de soutenir le développement de l'actu marketing. Nous, on se retrouve lundi pour un prochain épisode sur la veille de la semaine. Bonne semaine à tous.